En réalité, quand j'étais à Troyes, quand j'étais enfant, mon père avait des... Au début, il avait un magasin de légumes. Et c'est important dans l'histoire parce qu'il me mettait dans la vitrine du magasin pour faire la publicité du magasin. C'est-à-dire qu'il me posait, j'étais l'enfant dans la vitrine. J'étais assez connu à Troyes pour être l'enfant dans la vitrine. J'étais exhibé, donc c'est déjà l'exhibition en fait, j'étais exhibé dans la vitrine. Et il paraît même que j'avais des pièces de monnaie autour de moi et je ne les mettais pas à la bouche. Donc les gens venaient me voir dans la vitrine et après ils achetaient des légumes évidemment, donc il avait un sens de la publicité. Ça m'a peut-être donné un côté un peu exhibitionniste. J'ai une histoire aussi par rapport à la télé. Donc mon père n'avait pas envie d'avoir la télé. Il m'a dit si tu es premier ou second, tu auras la télé. Moi j'étais toujours exactement dans la moyenne. J'ai toujours été moi je suis toujours dans la moyenne. Hein. Donc, et juste cette fois-là, j'ai été premier. Il m'a acheté la télé, mais malheureusement j'ai regardé la télé pendant un trimestre et après il m'a mis en pension. Donc après, j'ai passé 10 ans de ma vie dans des pensions, en fait. Cette télé qui m'avait été promis, en fait, j'ai jamais pu la regarder. Et le seul moment où je pouvais la regarder, c'est quand je rentrais le week-end. Ce qui fait que pour moi, la télé, contrairement à d'autres personnes pour qui la télé, c'était un peu la prison, on était avec la famille, on devait regarder la télé. Moi, c'était le contraire, c'était un moment de liberté. Il y a eu un renversement par rapport à ce que pouvaient penser d'autres gens de la télévision. Après être venu à Nice, parce que mon père voulait se rapprocher de l'Espagne, il voulait se rapprocher du soleil quand il a pris sa retraite, donc on est venu, il a acheté une maison à Cagnes-sur-Mer. Et donc je suis arrivé là, bizarrement j'ai été orienté, j'ai été au lycée du Parc Impérial encore en pension. Et après j'ai été orienté, peut-être pas très bien, mais ça m'a servi vers le lycée de l'Eucalyptus pour faire de la soudure, des choses comme ça. Donc j'ai appris la soudure, et ça m'a servi pour les sculptures par la suite. Mais ça m'allait pas du tout, puisque alors que j'étais bon en maths, et c'est pour ça qu'on m'a mis là, quand je suis arrivé au lycée de l'Eucalyptus, je me suis retrouvé le meilleur en français. Et donc du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai fini par laisser tomber complètement ça pour essayer de rentrer à la Villa Arson, puisque je m'intéressais à l'art. J'ai passé le concours de la Villa Arson, alors que normalement, j'aurais pas dû, puisque je n'avais pas le bac. Mais ils m'ont quand même accepté, parce que je faisais déjà des bandes dessinées. J'avais publié même dans Nice Matin. Ce qui m'intéressait à la Villa Arson, c'était l'art contemporain. Toute ma jeunesse, déjà à l'âge de 16 ans, je lisais les revues d'art contemporain, parce que mon frère travaillait au ministère de la Culture. Et il m'envoyait tout ce qui était jeté, en fait, tous les catalogues qui étaient jetés, des revues sur le body art, des revues allemandes, toutes les revues d'avant-garde, en fait. Et je m'intéressais déjà à l'art sociologique, au groupe BMPT, par exemple, avec Buren, Toroni, aux Américains, aux artistes minimalistes. Alors ça paraît bizarre par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais vraiment une passion pour l'art très contemporain. J'ai peut-être appris l'art contemporain trop tôt, c'est-à-dire pour moi c'était quelque chose de jeunesse. Et du coup, quand je suis arrivé à la Villa Arson, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire je me suis retrouvé avec, par exemple, comme professeur François Pluchart, qui était le théoricien du body art, donc qui avait la revue Artitude. Et donc j'étais vraiment avec des gens que j'avais admirés, puisque j'avais lu avant leur théorie. Et bizarrement, comme je suis peut-être un peu aussi, comme on dit en histoire, basta contraria, c'est-à-dire j'aime bien contrarier. J'ai toujours pensé qu'un artiste devait faire l'inverse de ce qu'on attend de lui. Et donc j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le sens de l'art contemporain, puisque je l'avais tellement connu, j'ai fait l'inverse. Je me suis mis à leur dire que la télévision était le plus grand média contemporain, que Claude François était le plus grand artiste d'art contemporain, mais qu'on ne le savait pas parce qu'il était caché par sa créature, puisqu'il était en direct. Enfin, j'ai développé toute une idée autour du direct. Je lisais McLuhan, et donc j'ai développé une sorte d'idée que les nouveaux médias allaient être de plus en plus instantanés. Il n'y avait pas encore Internet, hein, mais j'avais déjà fait un plan où je devais être le centre d'un réseau complet. Et du coup, je disais que dans le futur, l'artiste serait superposé à son personnage, à sa créature, à la créature qu'il allait créer, et que donc il allait être effacé, le créateur allait être effacé au profit de la créature. Et que forcément, il devait devenir la créature, donc il devait rentrer à l'intérieur de l'œuvre et vivre à l'intérieur de l'œuvre, ce que je fais aujourd'hui avec Second Life. Et ce que j'ai fait après de façon artisanale en étant modèle aux Beaux-Arts, en fait, puisque en sortant de la Villa Arson, je me suis retrouvé modèle aux Beaux-Arts. Avant d'entrer à la Villa Arson, je faisais des œuvres des œuvres d'adolescence, c'est-à-dire je faisais des œuvres... à la fois j'aimais l'avant-garde, donc je faisais des choses un peu des installations, et je faisais à la fois des choses qui étaient un peu avec des personnages ouverts, des trucs cloués, cassés, etc. Enfin, je faisais tout ce qui devait, tous les trucs de l'art contemporain, en fait. Mais je l'ai fait trop tôt, presque, parce que justement, après, ça m'a paru être quelque chose d'adolescent, en fait.
Et donc c'est pour ça que par la suite, j'ai essayé de développer des théories complètement différentes. Et quand j'étais à la Villa Arson, je faisais plus de bande dessinée, je faisais plus d'œuvres. Le seul travail que j'ai fait pendant mes études de la Villa Arson, c'était des émissions de télévision en direct. On m'avait quand même laissé un studio, j'avais comme professeur Noël Dola à l'époque, on m'avait laissé un studio pour moi, et je pouvais transmettre une émission de télévision à partir d'une caméra noir et blanc. Avec un fil, on partait jusqu'à un petit moniteur, comme ça, qui était dans une salle, et j'annonçais une émission qui s'appelait Bonjour, bonjour. Les gens venaient ou ne venaient pas, j'étais dans les conditions d'un présentateur de télé. C'est-à-dire, je ne savais pas qui venait dans la salle à côté. Et donc j'annonçais l'expo, il y a des gens qui venaient, j'invitais des chanteurs, je faisais des jeux, je présentais avec un nœud papillon, mais sans chercher à avoir une qualité d'artiste. Je ne voulais pas être un artiste. Et en étant un présentateur de télé, je devenais la créature et plus le créateur. Donc c'était toute une théorie. Bon. Et évidemment, je ne pouvais pas avoir mon diplôme, puisqu'à la fin, j'avais rien en fait. Je n'avais pas de traces. Puisque le but, c'était de ne pas avoir de traces, d'être en direct. J'ai simplement dit, je suis une créature. Voilà, je n'ai pas fini mes études, c'est que j'ai dû faire l'armée. Parce qu'à l'époque, on devait faire l'armée s'il restait 2 ans de... Et donc j'ai dû faire l'armée, je n'ai pas pu faire autrement. Et donc je me suis retrouvé à l'armée. J'étais tellement content de sortir de l'armée, surtout que j'avais déjà passé 10 ans en pension, qu'entre 10 ans de pension, 2 ans de colonie de vacances et 1 an d'armée, quand je suis sorti, j'ai l'impression que j'étais libre, c'est-à-dire que j'étais sorti de prison presque. Donc du coup, j'ai été à la plage, j'ai passé ma vie à la plage au Cap de Nice, tout nu. Du coup, j'ai passé pas mal d'années, c'est pas à ne rien faire, mais disons à vivre un peu en dilettante. Mr. Sandman, send a dreamer dreams to me. Painted a picture of everything this life could be. Told me a story about fate and destiny. I would like to. Quand j'étais jeune à la Villa Arson, on ne parlait pas vraiment d'école de Nice. En fait, il n'y avait pas d'école de Nice. Moi, je connaissais surtout Ben parce que les revues que je lisais quand j'étais très jeune, les revues allemandes, par exemple, que je recevais, il y avait Ben souvent en couverture. Ben était très très connu à l'époque, mais je connaissais très peu, par exemple, même Armand, ça ne me parlait pas beaucoup. Je connaissais Armand en tant qu'artiste, ça m'intéressait moins, disons. Ce qui m'intéressait, c'était à la fois l'art sociologique, par exemple, l'art conceptuel avec Joseph Kossuth, par exemple. Moi, j'ai parlé de l'école de Nice souvent, avant même qu'on en parle, c'est-à-dire que je faisais des émissions de radio à une époque sur l'art, et je parlais d'école de Nice, et beaucoup de gens me disaient « mais qu'est-ce que c'est que l'école de Nice ?» Je parlais d'Yves Klein, je parlais de Serge Troy-Aldenbourg, par exemple, des gens comme ça. Mais après, j'ai été introduit dans l'école de Nice grâce à Frédéric Altman et Jacques Boulan, qui est l'éditeur qui éditait mes sculptures. Et c'est grâce à Frédéric Altman que je me suis retrouvé dans des expos sur l'école de Nice en Asie. Donc je me suis retrouvé inclus dans l'école de Nice à un moment donné dans certaines expos. Bon, puis après j'en ai été réexclu, bon. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en même temps, moi je défends cette idée de l'école de Nice. Il y a de moins en moins de mouvements, en fait, basés sur des concepts. Autrefois, quand on avait un concept, on pouvait réunir 8 artistes, 10 artistes, et puis le temps que les médias en parlent, etc., ça restait figé. Aujourd'hui, on trouve un concept, on dit il y a 10 artistes qui font ce concept, en 5 minutes sur Internet, on en trouve 1000. Donc il n'y a plus de possibilité de mouvement, vraiment, de créer des mouvements figés, qui tiennent un long moment, ensuite qu'on expose, etc. Et donc je pense plus à la localisation, en fait, des artistes. Je pense que dans le futur, on aura des localisations. C'est-à-dire on aura vraiment les artistes de Nice, les artistes de Clermont-Ferrand, les artistes de Troyes. Ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, je voulais être minimaliste. Et au départ, je voulais être que la créature à l'intérieur de l'œuvre. Et en plus, je disais qu'il fallait que l'artiste n'ait aucune qualité, ne travaille pas. Mon credo, c'était ça, c'était que l'artiste ne devait pas travailler, il ne devait pas montrer le travail, etc. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne faisais pas de peinture du tout. Puis Claude Fournet, qui était directeur des musées de Nice, qui était un ami, qui m'avait dit tu devrais faire des toiles autour de ce que tu fais par rapport à la télévision. Il faisait des expositions chez lui, c'était une sorte de petit laboratoire où se rencontraient plein de gens. C'était des soirées qui se terminaient à 5 h du matin, où il y avait des grands musiciens qui venaient, des écrivains, etc. Tous les gens passaient chez lui, en fait, et c'était vraiment un laboratoire. Et du coup, il faisait des petites expositions d'artistes, comme ça, dans une pièce de sa maison. Et il m'a dit, si tu fais des petits tableaux, on fait une expo. Et moi, je commençais à vendre des tableaux sur le cours Saleya à 10 francs exprès. C'était une sorte de blague, je vendais des tableaux à 10 francs, justement avec uniquement des antennes de télé. Et donc on a fait une expo autour de ça, les tableaux d'ailleurs étaient vendus à des galeristes très importants en fait. Donc il y avait Léo Castelli qui en a acheté un, mais plus pour s'amuser, c'est-à-dire c'était pas qu'il croyait à mon travail. C'est comme ça que je suis arrivé à me remettre à la peinture. J'ai développé aussi cette idée que
je ne voulais pas avoir de style. C'est-à-dire, ce qui me faisait peur, c'était le style. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que déjà à la Villa-Arson, j'avais créé une revue qui s'appelait Le Reptile au style. Parce que c'était le reptile, c'était les arts décoratifs, c'était tous des jeux de mots. Et l'idée, c'était de faire une revue avec plein de styles différents. Il y avait des gens qui faisaient de la BD, moi je parlais de la télévision. Et j'ai toujours eu très peur de devenir l'artiste d'un style. Ça me semblait être un piège, en fait. Piégé par la technique, c'est-à-dire ne faire qu'une technique, être l'artiste d'une technique. Et la question, c'était comment en sortir. Puisque le style faisait la signature, surtout à une certaine époque où, à travers les médias, avaient besoin de temps pour promouvoir un artiste. Il fallait que ce soit très facile à montrer. Et donc il fallait que l'artiste ait un style très très particulier. Et donc j'ai développé l'idée que la seule chose qui me permettrait de ne pas avoir de style, c'était de signer l'œuvre dans l'œuvre, d'utiliser mon nom. Que si j'utilisais mon nom dans l'œuvre, qu'on lise mon nom, je pouvais par contre avec ce nom faire plein de styles différents. Et ce qui s'est passé, c'est surtout qu'à un moment donné, j'ai compris que je ne pourrais pas rester sur cet art qui était quand même relativement abstrait, surtout quand j'ai visité l'Asie. En Asie, j'ai été faire des grandes sculptures avec mon nom. J'ai fait une énorme sculpture pour un symposium à Taïwan, au musée de Kaohsiung. J'ai fait une très grande sculpture avec les lettres de mon nom, donc qui est une sculpture de presque 7 mètres de haut. Quand j'ai vu l'Asie, je me suis dit je ne peux pas rester dans cet art et il me faut quelque chose qui aille un peu comme dans les mangas en fait, une sorte de figurine qui me représente pour pouvoir entrer aussi dans de nouveaux médias, donc l'internet, etc. Il me faut quelque chose d'autre. Donc j'ai créé un personnage qui me ressemble, puisque j'utilisais déjà un peu Pinocchio. Et donc je me suis dit, je vais créer un personnage qui est un mélange de moi et de Pinocchio, qui était assez simple à réaliser avec un nez pointu, la tête un peu ronde, parce que j'utilisais les premiers logiciels de 3D. Et donc c'est le seul moyen de faire de la 3D à l'époque, c'était de mettre des boules, des tubes, etc. Donc j'ai réalisé mon personnage à partir de ça. Et je l'ai peint ensuite. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai réalisé d'abord le personnage en 3D, et ensuite je l'ai peint. D'où certains reflets sur mes personnages, comme il y a du jaune derrière, il y a du rose devant et du jaune derrière, ça vient des logiciels de 3D. Et donc mes peintures sont venues de la 3D. Et puis après, bon, je connaissais bien ceux qui ont créé les Dolly Party, les soirées électroniques gays, donc Dolly Party, qui avaient un concept très particulier, c'était que quelqu'un qui venait du même sexe et habillé pareil était donc un clone. Et à l'époque, c'était la Dolly qui était la brebis clonée. Et donc ça s'est appelé les Dolly Party. Et on m'a demandé de faire une expo aux Dolly Party. Donc pendant une soirée, et j'ai dessiné des moutons, donc la Dolly, des brebis. Il s'est créé une sorte de charte graphique des Dolly Party. Il y avait encore le sida, mais on n'était plus à cette époque où les gens mouraient directement. Les Dolly, c'est arrivé au moment où on est sorti un peu de ça. Il y avait aussi une certaine fierté. Et donc il y avait cette idée de faire une charte graphique de la Dolly qui était avec des petites fleurs, les barbes à papa. Dans les Dolly, il y avait à la fois les backrooms et à la fois les barbes à papa, les salons de massage, les fleurs, etc. Et donc ça a créé une sorte de charte graphique qui est maintenant de la charte graphique de mon travail finalement. Ce côté mignon aussi, et ce côté aussi mignon, kawaii, c'est-à-dire ce que j'avais ramené du Japon. Ce qui est bizarre, c'est que cet univers enfantin, on n'aurait jamais imaginé à l'époque du début de la Dolly que cette Dolly allait être dessinée dans les écoles par exemple. Parce qu'aujourd'hui il y a des professeurs qui des fois ont connu la Dolly Party d'ailleurs, qui font dessiner aux enfants la Dolly, c'est devenu un personnage pour les enfants finalement. Moi j'aurais jamais imaginé quelqu'un aurait osé faire dessiner à un enfant une Dolly. La Dolly à l'époque ça représentait, elle était faite pour annoncer l'entrée des backrooms, ce qu'on appelait les espaces sombres de convivialité. J'ai toujours pensé que l'art devait devenir universel. J'ai toujours voulu un art universel, donc c'est merveilleux finalement que ça soit devenu un personnage universel qui puisse plaire à tous les publics. J'ai souvent écrit que j'avais écrit un livre sur théorie de l'art d'un modèle aux beaux-arts, qui était justement la théorie de l'art vue de l'intérieur de l'œuvre. Quand j'ai posé comme modèle, j'ai écrit ce livre qui était l'idée du modèle qui regarde l'art de l'intérieur. Et donc c'était l'idée que la créature devient plus importante que le créateur. Et donc effectivement, moi j'ai toujours théorisé l'idée qu'à la télévision, ce qui m'intéressait dans le direct, c'était que le présentateur regardait directement le spectateur. Dans la photographie, quand on connaît le photographe, c'est que généralement, il s'arrange pour que les figures qui sont à l'intérieur de sa photographie ne regardent pas à l'extérieur de la photographie, pour effacer la technique même de la photographie. Et le vrai photographe, celui qui devient un artiste, qui signe sa photo, lui, évidemment, il va faire en sorte que le personnage ne regarde pas à l'extérieur. Généralement, quand un photographe est un grand photographe et qui vient me prendre en photo, par exemple, il me demande de faire un air sérieux, de regarder quelque part, tout ça. Et moi, j'ai tendance à regarder l'appareil en souriant. Je ne veux pas qu'il me signe. Je ne veux pas que le photographe me signe en bas de son nom. C'est une sorte de combat entre deux artistes, finalement. Et c'est pour ça que la Dolly, elle regarde de face et elle sourit. Le seul problème que j'ai eu, c'est mon petit bonhomme, parce que comme il avait son nez pointu comme ça, j'étais obligé de le mettre de profil, et donc
il ne regarde jamais vraiment le spectateur. C'est pour ça qu'il disparaît petit à petit, en fait. La Dolly lui a pris sa vedette. Finalement, c'est comme s'il y avait eu une transition entre l'époque où j'ai travaillé à la Villa Arson sur la télévision, c'est-à-dire sur le direct, et aujourd'hui avec le Second Life, c'est presque l'aboutissement. Mais il y a eu une période où je n'ai pas réussi à aller au bout de cette théorie sur la créature et le créateur. Second Life, c'est enfin la réussite de tout ce que j'ai cherché à faire quand j'étais étudiant. Là, je vis vraiment à l'intérieur de l'œuvre quand je suis dans Second Life. Et en même temps, dans Second Life, je ne cherche pas à faire une œuvre, c'est-à-dire je ne cherche pas à faire œuvre d'art, ce qui fait que ça ne peut pas être exposé d'ailleurs. Je fais des conférences pour des universités, etc. Je montre mon travail dans Second Life, mais il n'y a pas véritablement d'œuvre, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire une œuvre. Et je ne considère pas que c'est une œuvre d'art. Le point de vue s'est renversé en fait. La Renaissance a essayé de changer le point de vue avec la perspective. Ensuite, on a cassé la perspective parce que la photographie est arrivée, donc les artistes se sont un peu reculés dans la peinture. C'est une sorte d'échec presque. Les artistes se sont reculés face à la photographie, c'est-à-dire ils ont dû trouver autre chose, ils ont dû rentrer uniquement dans la couleur, après dans l'abstraction, etc. Mais c'est une sorte de recul. Alors qu'en réalité, on aurait dû essayer d'aller au-delà, d'être plus fort encore que la photographie. On y arrive avec les nouveaux médias, on y arrive avec les nouvelles technologies, peut-être des technologies encore plus incroyables, ce que propose Elon Musk, etc. Donc ça je pense qu'on ira encore plus loin. Donc l'artiste va devenir un personnage à l'intérieur de l'œuvre qui pourra vivre au-delà même de sa propre vie, je pense, au-delà à travers un avatar. Même peut-être des artistes complètement fictifs et complètement créés par les ordinateurs. Les Égyptiens, quand ils mettaient quelqu'un dans une tombe, ils mettaient à côté de lui tout un tas de petites sculptures qui représentaient tout ce qui pouvait lui servir pour vivre dans l'au-delà. Et Second Life, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a quand même l'idée qu'un jour, on pourra sauver le cerveau dans l'ordinateur. Bon, c'est ce que cherchent la plupart des GAFA. Et donc, du coup, il est probable qu'il faudra bien vivre quelque part. Il n'y aura plus de corps, donc il faudra vivre à travers un avatar. On pensait qu'on allait vivre à travers des robots à une certaine époque, quand on aurait conservé le cerveau. Mais en réalité, ça sera beaucoup plus simple de vivre à l'intérieur de l'ordinateur, puisque tout le monde vit. Aujourd'hui, on vit les 3/4 de sa vie dans les portables, dans les ordinateurs. Donc, on va vivre de plus en plus à l'intérieur d'un monde virtuel. On va habiter le réseau.